Ces documents que je détiens entre mes mains retiennent l'attention de toute la nation, de plus de 100 millions d'habitants. Ces documents ont ramené Félix Tshisekedi au pouvoir. Ces documents ont placé les institutions de la République. Je cite la primature, les assemblées nationales comme provinciales, et j'en passe. Ces documents, 20 ans après, pourraient être jetés dans la poubelle ou réviser certaines de ces dispositions. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Actualité croisée. Vous êtes des milliers à nous suivre, mesdames et messieurs. Comme je l'ai fait en intro, nous allons parler intégralement, en majeure partie, de la Constitution de la République et parler de tout ce qu'il y a comme méli-mélo, péripéties, tout ce qui se conjugue ces jours-ci au rapport avec la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous nous captez à travers le monde. Merci de la confiance renouvelée. Ici à Kinshasa, il fait 24 degrés. Nous sommes pendant la saison sèche. Il y a de quoi que nous puissions adapter notre tenue d'une manière aussi comme vous le voulez. Mais pour nous, c'était un grand plaisir de recevoir sur cette tribune personnalité que vous avez toujours eu l'amabilité de suivre dans certains canaux. Et chez nous, il vient pour parler de la Constitution de la République. Le 24 communes de la capitale congolaise Kinshasa, vous êtes captés, vous suivez Actualité croisée dans toutes les chaînes partenaires, mais également dans notre chaîne YouTube JT et Mag. Merci et bienvenue. Merci également à toute l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions vous parvenir à 5 sur 5 dans vos petits écrans, dans vos maisons. L'invité de ce jour, après avoir vu beaucoup de personnes défiler sur cette tribune, il s'agit de Manix Ienda. Manix Ienda, un acteur politique, président de VP, volontaire de la République. Il va avec nous parler à bâton rompu de certaines questions de la République démocratique du Congo. Monsieur Manix Ienda, bonjour et bienvenue. Bonjour et grand merci pour l'invitation, monsieur Guy Gauchard. Vous vous sentez bien? Je m'accroche. Vous vous accrochez. Ouais. Alors, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous scrutez quand même des questions d'ordre national. Comment vous voyez les pays ces 3 derniers semestres? Bon, ce qui est sûr, nous sommes dans une... Parce qu'il faut faire une évaluation quand même, hein, politique. Il est vrai, c'est vrai que nous sommes dans une forme de réanimation nationale. Parce que ce pays, comme vous le savez, nous l'avons trouvé dans un bourbier de désespoir. C'était un pays dans un état d'inertie où tout ne marchait pas carrément. Il a fallu quand même qu'il y ait un autre type de leadership beaucoup plus éclairé, avec un autre modèle de gouvernance qui désormais mettra le peuple congolais au cœur de tous les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux culturels, pour que ce peuple-là, premier bénéficiaire d'une gouvernance de qualité diligentée par le président de la République, sente effectivement les résultats des actions menées par ceux qui détiennent le bâton de commandement de la gestion de la res publica. Nous sommes en train d'avancer, mais il faille encore un grand travail à faire pour remonter la pente. Dire que le Congo va bien, ce serait un discours démagogue. Dire que nous avons tout fait, ce serait contre la vérité, mais seulement il y a quand même quelque chose qui sont quand même faites et on continue à maintenir cette dynamique d'action pour satisfaire l'intérêt général de la population congolaise. Donc on jette tout ce qui a été fait en pâture, on commence à zéro. Mais qu'est-ce qui a été fait avant l'avènement du président Tshisekedi? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Les pays étaient sécurisés, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas la guerre. Non, le pays était en complicité permanente avec le Rwanda. Ce qui a été fait, c'est ça? Non, mais écoutez... On n'avait pas connu des élections, il y a eu des élections qui ont porté Tshisekedi au pouvoir. C'est ce qui a été fait. Les institutions ont été mises en place, c'est ce qui a été fait. Et qu'est-ce qui n'a pas été fait que Félix est venu faire? Bah, écoutez, il ne faudrait pas peindre un tableau qui n'arrangerait pas... Non, je vous amène dans la réalité des choses. Non, vous êtes à Kinshasa, la réalité, c'est que même les élections que vous avez évoquées tout à l'heure, à coûter de vies humaines,
dans le placard de l'histoire démocratique de notre pays. Quoi, depuis normal, Il y a le nom de agitation Rossi politique. Mukendi qui s'y trouve. Il y a le nom de Thérèse Kapangala qui s'y trouve. Il y a des militants de l'UDPS qui ont été calcinés en plein siège. Il y a certains acteurs qui ont été expulsés pour ne pas participer au jeu électoral, notamment Moïse Katumbi et le reste. Et c'est ça la démocratie. Félix Tshisekedi est venu. Nous avons maintenu les critères de l'inclusivité participative pour que tout le monde participe. Vous avez vu, Moïse Katumbi a participé au jeu électoral. Inclusivité dans les élections, pas dans les dialogues. Nous y reviendrons. Je parle des élections avec son caractère inclusif. Parce qu'autrefois, il y a certains acteurs majeurs. En l'occurrence, Moïse Katumbi a été exclu du jeu. Et aujourd'hui, nous avons maintenu ce caractère inclusif pour que tous les acteurs politiques majeurs, dont certains d'ailleurs étaient sous les viseurs de la justice, le cas du président du LGD, M. Matata Mpognon, qui avait un dossier judiciaire pendant, mais la Cour avait quand même validé sa candidature. Il est allé aux élections, il a compétit avec toutes ses capacités électorales possibles, et après, au bout de compte, nous avions eu le résultat. Encore qu'il ne faudrait pas oublier, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a organisé les élections au niveau de la municipalité. Des résultats redoutés hein, de votre challenger. Alors donc je suis en train de juste de vous dire qu'il y a eu des choses qui sont faites et des choses que nous n'avions pas connues bien avant. Et si même nous entrons dans certains aspects qui touchent aux questions de développement, parce que c'est ce qui est beaucoup plus intéressant pour le peuple, vous allez vous rendre compte que c'est sous Tshisekedi qu'il y a quand même des universités qui sont construites. C'est sous Tshisekedi qu'il y a quand même de routes qui sont construites. C'est sous Tshisekedi qu'il y a quand même l'amélioration en termes des traitements salariales des enseignants, de policiers, des militaires, de fonctionnaires publics de l'État. C'est sous Tshisekedi que nous avons quand même augmenté en termes de valeur dans ce qu'on appelle la balance commerciale pour booster un tout petit peu le côté productif afin non seulement de garantir la production locale, mais aussi d'exporter nos biens et services à l'extérieur du pays. Parce que lorsqu'on parle d'une balance commerciale, nous n'avons que deux valeurs. La valeur des importations et la valeur des exportations. Et les économistes nous disent, lorsque un pays importe plus, alors son économie est déficitaire. Mais c'est sous Tshisekedi que nous avons créé notamment des unités de production économique. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a au moins une usine de production de carreaux. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a une usine de fabrication de câbles électriques. Pour quel impact dans le quotidien des Congolais? Vous parlez de l'impact? Oui. Ces usines engagent de Congolais, ce ne sont pas de Rwandais. On ne le sent pas aujourd'hui. Va dans le marché, vous verrez à quoi ressemble le prix de carreaux. Quand vous êtes venu, nous y reviendrons pour parler des aspects économiques. Je voulais que vous puissiez un peu brosser les tableaux de 3 derniers semestres, comment est-ce que le pays a marché. Mais j'aimerais quand même vous rappeler à votre mémoire qu'il y a eu quand même le pont Luangue qui a été construit, qui a facilité l'exode de plusieurs Congolais du nord vers le sud, du sud vers l'ouest. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous parlons de la loi référendaire qui a été adoptée dans les deux chambres du Parlement. M. Manix Yenda, une loi qui a suscité beaucoup de réactions et ça fait couler aujourd'hui encre et salive. L'initiateur de cette loi s'est dédouané pour dire que non, ses intentions n'est pas pour renvoyer la population dans la rue, n'est pas pour changer la Constitution, n'est pas pour donner un 3e mandat au président de la République. Je connais l'honorable est passé dans plusieurs médias, nous aurons le privilège de le recevoir ici pour qu'il parle. Il a mis de réserve quand on lui a posé la question sur le caractère intrinsèque, le caractère sacro-saint de sa loi, il a mis de réserve. Il a dit c'est une loi, c'est une mission d'un député, mais dans l'évolution de choses, vous ne pensez pas que cette loi, c'est de l'huile qu'on veut jeter dans le feu? Vous parlez du professeur Gaspard Ngondakoy, député national de son État. Et moi, je l'ai connu en tant que professeur d'université. Il m'a enseigné dans la faculté de droit à l'université de Kinshasa. C'est un homme à qui je reconnais sa probité morale et sa dextérité scientifique, surtout la rigueur en ce qui concerne
la recherche scientifique, ses positions scientifiques, ses arguments et ses points de vue, même d'ordre politique, mais avec des connotations scientifiques. Mais ce qu'il a dit, le professeur, député national, il n'a pas dit faux. Il a dit la vérité parce qu'à un moment donné, il y a eu un vide juridique qui était remarquable. Le domaine du référendum est encadré par un cadre juridique. Il doit y avoir un répondant juridique, c'est-à-dire un texte qui doit organiser les référendums dans un pays. Et surtout que ne perdez pas de vue, nous sommes un pays démocratique. Si vous lisez même la Constitution, le premier article de notre Constitution, on définit la démocratie comme une identité indélébile de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni, indivisible, social et démocratique. Et cette démocratie, un peu à la manière du président américain Abraham Lincoln, qui définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, cette démocratie dans le contexte congolais est organisée de deux façons. Nous avons en même temps une démocratie directe et en même temps nous avons maintenu le modèle d'une démocratie indirecte, autrement appelée la démocratie représentative. Alors la démocratie représentative se manifeste effectivement au travers les élus, le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux et j'en passe. Mais lorsque nous parlons maintenant de la démocratie directe, elle est organisée de deux façons, soit par les élections, soit par les référendums. Parce que c'est par là que le peuple participe directement pour exercer son pouvoir en ce qui concerne soit le choix des animateurs, ça en ce qui concerne les élections, soit le choix soit d'une loi ou d'une décision qui engage la vie nationale qu'on appelle autrement les référendums. Maintenant, les deux réalités sont soutenues par des textes. Pour les élections, nous avons ce qu'on appelle la loi électorale. Mais malheureusement, depuis l'avènement de notre Constitution, depuis 2006, la réalité autour du référendum n'a jamais connu un cadre juridique précis pour organiser la question. Donc la et démarche voilà, aujourd'hui, était fondée. il y a un député qui a fait son travail, il a apporté sa proposition de loi, elle a été débattue au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition a été soumise au niveau de la commission PAJ pour dégager les aspects techniques de la loi, il y a eu première lecture au niveau de l'Assemblée nationale, la seconde lecture au niveau du Sénat, et la prochaine étape, c'est la promulgation du président de la République et la publicité par le journal officiel. Et donc, la loi a subi son cours normal et c'est une loi qui vient combler un vide juridique qui a été manifeste dans un domaine aussi important, le domaine du référendum. Le bas blesse, la loi intervient quand il y a question dans la sphère politique. Non, mais attendez, la loi a un caractère général. La loi est impersonnelle. Je sais que votre nom dit sous-entend une loi qui voudrait satisfaire les appétits politiques des acteurs politiques que nous sommes. Bien sûr ça que n'a oui. rien à voir avec cela. Je vous ai dit, cette loi vient combler un vide juridique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu déjà cette proposition de loi référendaire en question. On ne parle pas du changement de la Constitution. La loi n'est pas venue pour régler la question du changement de la Constitution. La loi est venue mais ça prépare le lit quand même. Pour régler toutes les questions relatives au référendum. Mais ça prépare le lit. Parce que quand vous, les référendums, c'est la population qui y va. Je ne refuse pas, mais si c'est la population qui y va, alors laissez la primeur. On ne va pas organiser le référendum pour voir la facture de la Régie des eaux. Non, mais écoutez, les référendums, c'est le seul moyen au travers lequel le peuple se décide sur sa destinée, sur son sort, sur son avenir, sur sa vie. Et lorsque on empêche à un peuple de s'exprimer par la voie du référendum, alors cela est une entorse aux valeurs démocratiques. Qu'est-ce qui peut intéresser la population congolaise si aujourd'hui référendum il y a? Ce qui intéresse la population congolaise, c'est la vie nationale.
C'est les Quelle bons question? fonctionnements. Quelle C'est les bons question? Non, ben écoutez, moi, Les banques je ne suis pas un Non, baromètre populaire pour vous mesurer n'êtes pas- la température. Vous êtes un leader d'opinion. Effectivement. Vous mais jaugez quand même le point de vue des gens et de la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse? Le- Vous n'avez le pas fait un peuple- sondage d'opinion le pour savoir peuple- est-ce que la population est intéressée à la constitution de son pays? Mais pourquoi pas? La Constitution, c'est même l'œuvre. Est-ce que du cette peuple. population est concernée? Mais Est-ce bien que- sûr, comment la population ne peut pas se concerner de sa propre constitution? Pour son changement ou sa révision? Ben écoutez, prenez l'hypothèse que vous voulez. Non, moi je pose la question à un leader d'opinion. Non mais oui, je vous dis que la population s'intéresse à sa constitution parce qu'il s'agit de son œuvre. La constitution est la volonté expresse du peuple congolais. C'est par la constitution que les aspirations du peuple sont traduites. Et donc aujourd'hui, dire que la constitution est en antipode avec les aspirations du peuple, ben, là c'est être totalement à côté de la plaque. Je sais que le peuple congolais s'intéresse de sa constitution parce que c'est à travers la constitution que l'organisation sociétale, que les droits et libertés fondamentaux du peuple congolais sont garantis. C'est dans la Constitution que l'on peut limiter le pouvoir des monarques, ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République. C'est dans la Constitution qu'on organise les institutions. C'est dans la Constitution qu'on organise les élections et j'en passe. Et pour ça, le peuple doit nécessairement être connecté avec ces réalités pour effectivement bénéficier des actions produites par ceux qui dirigent le pays. Manix, la nation congolaise nous suit, on nous suit à travers le monde. Je reviens sur l'actualité. Tshisekedi venait de célébrer ses 7 ans au pouvoir, 7e année au pouvoir, cela s'est fait dans les jours passés. S'il faut faire une analyse objective, 7 ans à la tête de la République démocratique du Congo, sans complaisance, qu'est-ce qui a manqué à Tshisekedi de transformer l'homme congolais et de transformer la nation congolaise avec le pouvoir qu'il a? Vous avez des questions très tendancieuses. Je vous ai posé la question. Tendancieuse, c'est moi qui pose des questions. Mais justement, vous avez des questions tendancieuses parce que vous posez la question avec un décor critique qui se cache derrière. Et après, lorsque je vous donne ma réponse, Non, prenez vous ça allez comme vous répondre voulez. avec votre Non, prenez ça comme vous façon voulez. de réfléchir. C'est moi qui pose Mais des bon, questions. Qu'à cela ne tienne. Tu sais Qu'à qu'il cela dit ne 7 tienne. ans au pouvoir, qu'est-ce qui lui manquait de faire les attentes de la population? Je voudrais vous répondre de la manière la plus simple. Quel est le régime politique consacré dans l'actuelle constitution de notre pays? C'est le régime semi-parlementaire. Et dans ces régimes, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Parce que c'est un régime qui privilégie la primo-ministérialité, c'est-à-dire le gouvernement qui porte le programme du gouvernement à soumettre devant le Parlement, c'est-à-dire c'est au gouvernement de s'occuper des problèmes quotidiens du peuple. Alors que le président de la République a été élu dans un suffrage universel direct. Et le peuple l'a voté pour régler le problème d'eau, le problème de l'électricité, le problème de chômage, le problème de route, le problème de la santé, éducation, justice et j'en passe. Mais malheureusement, c'est lui à qui on a voté pour régler ces problèmes. Lorsqu'il prend le pouvoir, il est incapable de gérer le pays et même de répondre aux desiderata de sa population. Parce que le président de la République est dépourvu de toute responsabilité. Ça, c'est déjà un problème de deux parts. Je prends un deuxième problème, toujours dans le cadre de ces régimes semi-parlementaires consacrés. La Constitution nous dit le Premier ministre élabore le programme du gouvernement en concertation avec le président de la République. Je voudrais faire un parallélisme avec la question parlementaire. En même temps, en ce qui concerne la divergence de points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la Constitution a répondu à cette question en disant, en cas de désaccord, en cas de divergence de points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui prime. La question est résolue. Mais malheureusement, ici, moi, je me pose une question. Lorsque nous nous retrouverons en cas de contradiction d'avis entre le Premier ministre, assorti de la majorité parlementaire, et prenons l'hypothèse que cette majorité est d'obédience de l'opposition politique, et lorsqu'il y a contradiction entre le Premier ministre et le président de la République, c'est la voix de qui prime? Ça, c'est une question. Et cette question n'a jamais été résolue.
Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où l'institution suprême qui porte le fardeau national, qui est le président de la République, n'est pas en mesure d'agir comme un gestionnaire pour endosser sa responsabilité et devant le peuple et devant les représentants du peuple. Voilà là où ma question trouve son sens. Donc, c'est là où vous allez revenir à la population et c'est ce qui manquait, pour la alors. Constitution, pour que la Constitution soit changée. C'est ça? Exactement. Ça Donc, fait partie des questions. Donc, vous soutenez les changements de la Constitution? Le changement de la Constitution est une fatalité. Pour que Félix ait le moyen de sa politique. Le changement de la Constitution est une fatalité, cher ami. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, la République du Zimbabwe vient de procéder au changement de sa Constitution? Nous ne sommes pas les Zimbabwéens. Est-ce que vous savez que, pendant que nous parlons, la République du Zimbabwe vient de changer le mode de scrutin pour l'élection du président de la République? Nous ne sommes pas les Zimbabwéens. Est-ce que vous savez qu'en Zimbabwe, on vient d'augmenter le mandat de 5 à 7 ans? Nous ne sommes pas les Zimbabwéens. Je voudrais tout simplement vous dire que la démocratie n'est pas une valeur universelle. La démocratie est une réalité qui s'adapte à chaque contexte de chaque pays. Une information supplémentaire. Mais qu'est-ce qu'on doit adapter ici? On doit adapter la Constitution. Parce que la Constitution a fait 20 ans. La Constitution a garanti les institutions. La Constitution a assis même le valeur mais je viens de... Non, mais vous mais ne pouvez qu'est-ce pas... qu'il y a? Vous voulez que le président ait quoi? Un super pouvoir? Je ne sais pas. Non, mais je vous ai dit que la Constitution a un caractère impersonnel. Arrêtez de personnaliser les présidents de la République par rapport à la Constitution. Non, parce qu'on a l'impression et que tout doit se faire autour de lui. Non. Et pour lui. Non. On réfléchit. Je vous donne un autre cas de figure. Lisons l'article 40 de notre Constitution. Allez-y. L'article 40 nous parle du mariage. J'aime beaucoup cette disposition. Elle a été aussi évoquée par le professeur Gaspard Ngondakoyi. La Constitution dit, article 40, « Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, des sexes opposés et de fonder une famille. » J'insiste, des sexes opposés. Ce qui voudrait dire que la Constitution congolaise, au travers de l'article 40, interdit l'homosexualité. Pourtant, l'article 40 n'est pas à confondre avec l'article 220. Ici, je voudrais tout simplement dire que l'article 40 est révisable. Révisable. Or, ça n'appelle pas le référendum. La question de famille, au sens de l'article 40, la question du mariage fait partie des questions majeures au socle de la société congolaise. Ce qui voudrait dire, si on ne remet pas cette matière au sein de l'article 220 pour la rendre intangible, demain ou après-demain, lorsque le politique, avec la mutation du monde aujourd'hui qui bascule vers l'homosexualité, un jour, on peut consacrer l'homosexualité dans la Constitution congolaise au travers d'une certaine modification. Mais lorsque nous voulons maintenant sceller cette matière dans l'article 220, quelle est la condition sine qua non? Il faut d'abord déverrouiller. Il faut d'abord ouvrir l'article 220 pour introduire cette matière. Et d'ailleurs, l'article 220 n'interdit pas l'ajout de certaines matières. L'article 220 interdit seulement toute révision au regard des matières contenues dans l'article 220. Ça veut dire qu'il y a pas mal de questions qui peuvent faire l'objet d'une réflexion froide qui pourrait nous conduire vers un changement de la Constitution sans aucune connotation politique. On peut changer la Constitution sur les vraies questions de société. Je vous donne encore un autre cas de figure. Le président de la République. Ici, je voudrais corroborer la réalité des textes congolais à la mentalité des acteurs politiques que nous sommes. Le président de la République, d'après la Constitution, est justiciable devant la Cour constitutionnelle, son juge pénal. Mais en même temps, en ce qui concerne la composition de la dite Cour, on donne au président de la République la latitude de choisir 3 juges. 3 juges. Au Parlement, 3 juges en raison de 2 qui viennent de l'Assemblée nationale et 1 qui vient du Sénat. Et enfin, il y a les 3 autres juges qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Le fait pour la Constitution
de faire du président de la République, qui du reste est justiciable devant la même cour, lui donner la latitude de choisir le 3 juges censés le juger, c'est faire du président de la République juge et partie. Et c'est même enfreindre au principe des bases qui régulent un pouvoir judiciaire. Ici, je voudrais parler du principe de l'indépendance. De l'indépendance des juges. Ça veut dire que, d'après moi, on peut remettre cette exclusivité de choix au Conseil supérieur de la magistrature, seul à désigner le 9 juges qui constituent la Cour constitutionnelle. Encore que si vous appliquez la méthode de l'arithmétique politique simple, vous allez vous rendre compte qu'avec le format de la Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui, le président de la République a 6 juges, 3 choisis par lui-même et 3 autres par sa majorité parlementaire. Or, les décisions au niveau de la Cour constitutionnelle sont votées par la majorité absolue. Ce qui voudrait dire, avec le format de la Cour constitutionnelle, au regard de cette Constitution, il est impossible que le président de la République soit destitué par la Cour constitutionnelle. C'est impossible. Ça, ce sont des sujets à réfléchir froidement, comme des hommes intelligents, pour répondre aux vrais problèmes de la société. Je crois que ça doit faire débat. Avec malheureusement, les politiques sont évasifs. Ils sont évasifs, ils n'abordent pas les vraies questions de la Constitution, de la République. Manik Siyenda, notre invité, on vous suit à travers le monde. Alors, rentrons dans les vifs de cette Constitution. Aujourd'hui, les débats, c'est dans les états-majors des partis politiques. Vous avez vu la SENCO lever les temps pour dire qu'il n'y a pas opportunité ni nécessité. La SENCO a pris à partie par Augustin Kabouya, qui a jeté même le rapport devant la masse. Il a jeté le rapport de la SENCO. Attitude de la SENCO, réaction de Kabouya, votre avis? Franchement, je ne sais même pas comment opiner dessus. Attitude de la SENCO, la SENCO agit par moments comme un organe étatique établi et investi d'un pouvoir soit légal et je dirais même populaire, ce qui n'est pas malheureusement le cas. La SENCO, si vous ne le savez pas... Mais il a eu le temps d'auditionner, de consulter écoutez, quand même. La SENCO est une association sans but lucratif, reconnue par le service congolais, qui l'ont octroyé un agrément d'opérationnalité sur le territoire congolais. Ce qui voudrait dire, l'autorité congolaise établie, si elle estime que la SENCO est en antipode avec les règles établies, cette autorité peut retirer l'agrément de la SENCO en tant que ASBEL. Encore qu'il ne faudrait pas oublier que la SENCO n'est pas à confondre avec l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas une ASBEL. L'Église catholique n'est pas non plus une ONG. Comme c'est le cas avec les autres églises, ACK, Cité Bethel, Ministère Amen. Toutes ces églises sont des ASBEL. Et il y a une loi qui les régit, elles toutes. Mais malheureusement, l'église n'a pas ces statuts-là. L'église est une représentation de l'État du Vatican au Congo. L'église catholique. L'église catholique est une représentation de l'État du Vatican au Congo. Et l'État du Vatican et la République démocratique du Congo ont scellé leurs relations diplomatiques depuis le 26 mai 1906 au travers d'un traité international qui a des effets juridiques jusqu'à aujourd'hui. Du côté de l'État du Vatican du Congo, c'était Monseigneur Vico qui avait signé. Et du côté de l'État indépendant du Congo, c'était le roi des Belges, le roi Léopold II, qui avait signé. Et d'ailleurs, même en 2016, on a semblé modifier le dit traité, non pas pour restreindre la compétence en termes de souveraineté de l'État du Vatican au Congo, on a davantage scellé la relation entre les deux États. Ce qui voudrait dire, le fait pour le prélat, qui sont représentants de l'État du Vatican au Congo, parce que vous savez, les représentations de l'Église catholique, les curés, les paroisses, sont considérées comme des chancelleries diplomatiques accréditées au Congo. Des Vaticans. Des Vaticans. Et puis, en deuxième lieu, les prêtres de l'Église catholique ont des immunités ecclésiastiques au même titre que les immunités diplomatiques. On ne peut pas arrêter un prêtre dans une paroisse. Pourquoi? Parce que l'Église catholique est une représentation de l'État indépendant du Congo. Conséquence, lorsque le prêtre, les représentants de l'État du Vatican au Congo, entrent sur le débat
ou donne de point de vue, même des injonctions, aux gestionnaires de la République démocratique du Congo, cela est une entorse à une valeur cardinale qui régit même les rapports diplomatiques entre les États. Mais s'il n'est pas recadré, c'est que C'est le la Vatican valeur, approuve. c'est la valeur de la non-ingérence aux affaires internes. Parce que l'Église n'agit pas comme des citoyens congolais. Ils agissent, disons, les prélats n'agissent pas comme les citoyens congolais, ils agissent comme des représentants de l'État du Vatican au Congo. Et le fait d'entrer dans le débat national, cela est une entorse au principe de la non-ingérence aux affaires internes d'un État et c'est aussi une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les rapports diplomatiques entre les États. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je voudrais braquer mon projecteur de réflexion vers ceux-là qui dirigent le pays pour leur dire qu'il est nécessaire de revoir les cadres juridiques qui régissent l'État et l'Église catholique au Congo. Pourquoi faire? Ça ne peut pas susciter une tension? Non, mais c'est pour limiter. Parce que vous jugez mal les actions de l'Église catholique. C'est pour limiter le pouvoir exagéré de l'Église catholique. Non, non. Comment vous qualifiez ça d'exagéré? Non, mais quand vous dites que l'Église a dit, l'Église a dit en tant que qui? Mais non, l'Église dit comme une est-ce institution au milieu du village. Non, Elle est en train de réguler quand même. Je vous ai dit... S'il y a de l'exagération de l'autre côté, l'Église ne va pas vous laisser faire. L'Église est un partenaire de l'État, mais l'Église ne peut pas donner des injonctions à l'État. La SENCO est une ASBEL agréée selon le droit congolais, ne peut pas donner des injonctions à un État. Non, non, il joue à la sentinelle, s'il faut non, le dire. Mais il sent que nous allons vers la dérive. La SENCO peut faire des propositions, ça passe. Mais la SENCO ne peut pas imposer à l'État une ligne de conduite. Non, ça ne se fait pas. Par où la SENCO a imposé? Vous avez dit que la SENCO veut que les choses se passent. Mais regardez même leur manière de dire. Non, c'est un avis. Les prélats. Mais si c'est un avis, il faudrait qu'ils proposent avec humilité. Ils l'ont fait avec arrogance? Mais bien sûr, avec arrogance et même avec un forcing politique accompagné d'un discours pratiquement incendiaire. Moi, je me pose d'abord une question, cher Guy Bochard. Pourquoi, chez nous au Congo, l'Église catholique s'oppose toujours au pouvoir en place, à tous les régimes politiques installés? Pourquoi l'Église catholique ne s'acharne pas à l'opposition? Est-ce qu'ailleurs, dans d'autres cieux, dans d'autres nations, l'Église catholique se comporte de la même manière avec l'Église catholique au Congo aujourd'hui? Est-ce qu'au Rwanda, qui agit et qui parle de la même manière que notre Abbé Chole ici au Congo? Vous n'avez pas entendu quelques jours passés un prêtre du Rwanda qui dit haut et fort et devant le média qu'il y a une partie au Congo qui n'appartient pas au Congo et c'est une partie qui appartient au Rwanda. Ça, c'est un prêtre rwandais qui parle. Maintenant, quel est le point de vue de prêtre congolais? Qui a osé de le contredire? Qui a osé? Qui est ce prêtre congolais qui a osé de dire à ces prêtres rwandais, ce que tu as dit là, c'est faux? Rutshuru, cette partie de l'Est que vous avez évoquée, c'est une partie congolaise. Qui a pris les risques de répondre, ne serait-ce qu'à ces prêtres rwandais? Non, on a répondu quand on répond à un imbécile par le silence. Voilà. Quand il s'agit d'un Rwandais qui dit des choses contre notre pays, là, on répond par le silence. Mais quand il s'agit de répondre au Tshisekedi, là, on appelle les médias internationaux, on prend toutes les voies possibles pour crier dictature, crier non au changement de la Constitution, etc. Mais finalement, qui trompe qui? Qui trompe qui? Manek Siyenda, vous avez suivi le président de la République. Nous évoluons dans notre discussion. Le président de la République à Houston. Il est allé soutenir le fauve congolais dans leur campagne mondiale de football. Le président a conféré avec le Congolais vivant à Houston. Le président, en passant, il a qualifié, pas qualifié, il a insinué quelque chose en disant que ses prédécesseurs, son prédécesseur, captaient tout du Rwanda comme un chien. On a traité ça d'une qualification très malsain. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Aujourd'hui, on peut traiter Kabila d'un chien? Mais vous avez suivi, je pense que c'était le dernier discours de Joseph Kabila s'adressant à la nation congolaise. Et dans son discours, quelque part, Joseph Kabila a dit
les chiens aboient, la caravane passe. Ah, Et donc quand il parlait des chiens, il faisait allusion à qui? Non, ça c'est un slogan. Ça c'est un slogan. C'est juste pour vous dire que ce qu'a dit le président Tshisekedi, c'était une expression, une figure de style qui pouvait être comprise par les cerveaux avertis. Il voulait tout simplement nous dire qu'on a placé un pantin, un placebo à la tête du pays au service du Rwanda. Il ne faudrait pas faire des raccordements frauduleux Mais aller jusqu'à autour dire... d'un sujet aussi clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Mais aller jusqu'à parler d'un chien, tu vois, c'est... Non, mais je vous ai dit, Tshisekedi a parlé d'un chien. Kabila aussi a parlé d'un chien. Il s'est qualifié lui-même un chat. Qui s'est qualifié lui-même un chien? Kabila, à l'époque. Bah, Quand il a parlé de chien en bois, la caravane passe. Qui à ce moment-là était chien? non, mais quand il dit les chiens aboient, mais qui aboie? Qui est à bois? Et qui est le chien? Qui est la caravane? Manixienda, ville de Kinshasa, s'est transformée en Bonga, en Beba. Non, Kinshasa se détruit. Tout le jour d'ailleurs. Tu es d'accord avec le choix des Kabouik? Bon, ouais. Qu'est-ce que ça va apporter d'innovation? Parlons-en. Bon, enfin, je ne peux pas prédire ce qui va se faire dans l'avenir. Ce n'est pas à moi de maîtriser la question de l'avenir. Cet apanage appartient à Dieu. Mais au moins, je le fais confiance au regard de sa gestion au niveau du service national, ce qu'il a déjà produit en termes de résultats. Le général Kabouik, c'est un homme dynamique, c'est un homme engagé, c'est un homme de résultats. Et je pense que prendre cette responsabilité, qui n'est qu'une manche des responsabilités, pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, je pense qu'avec ses bâtisseurs, avec certains Congolais volontaires qui vont l'accompagner, il pourra arriver aux résultats escomptés. Mais seulement, moi, j'ai demandé qu'on crée pour lui un fonds spécial pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, pour qu'il n'y ait pas cacophonie de gestion entre lui et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. M. Daniel Bumba, vous l'avez dit. Parce qu'il faudrait que M. Kabouik agisse avec une certaine autonomie. Kabouik doit être considéré comme les représentants du gouvernement central au sein de l'exécutif provincial. Et donc, dans ce fonds... Il n'y aura pas chevauchement dans tout ça? Non, il n'y aura pas chevauchement. Dans ces fonds, il faudrait que ces fonds soient alimentés par le gouvernement central. Parce que vous savez que la plupart des routes... Mais là, Bumba se sentira à l'aise quand il voit les choses marcher. Et Kabouik, à quoi bon garder Bumba comme gouverneur? Décrétons un état d'urgence sanitaire à Kinshasa. Comme ça, Kabouik va prendre la tête de la ville. Moi, je l'avais proposé, je l'avais dit. Au cas contraire, c'est aux députés provinciaux. État d'urgence, comme on a fait à Kivu en Ituri. Exactement. Décrétons ça ici. Comme ça, on verra la ville pour se transformer. Au cas contraire, c'est aux députés provinciaux de se décider sur le sort de Daniel Bumba. Parce que Daniel Bumba est comparable à un poteau vide. Il n'est même pas le gardien de la province. C'est vrai ça. C'est un poteau vide. Bumba, c'est un vide. C'est comme on définit la couleur noire, l'absence de la couleur. Et là? Bumba, c'est le seul gouverneur qui ne gouverne pas. Mais c'est son gouverneur. Mais il ne gouverne pas, malheureusement. Vous voyez, donc même l'UDPS, c'est gêne. Même l'UDPS, lorsqu'on lui présente Bumba, qui est son joker placé à la tête de la ville-province de Kinshasa, même l'UDPS en tant que parti présidentiel, c'est gêne. Le président de la République, à chaque fois qu'il parle de Bumba, vous sentez que le président de la République est peiné. Voilà, il a de la peine. Mais en même temps, pendant que nous critiquons, pendant que le président Tshisekedi peine au sujet de Daniel Bumba, le monsieur continue. Comme si de rien n'était. Et moi, je me pose la question finalement, quelle est cette main noire qui soutient Daniel Bumba? Parce que je pense que ce n'est pas le président Tshisekedi. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Ce n'est pas le président Tshisekedi. Tu as vu la ville, province de Kinshasa, tu as vu le grand marché central, Zando, qui est à quelques mètres de nous ici, il s'est transformé, changé, l'assainissement après le passage du président de la République, et ça valait la peine que le président passe d'abord. Vous savez, en parlant d'abord de grand marché Zando, une pensée positive à mon grand frère Gentini Ngobila, qui s'est cassé en 1000 morceaux, hein, malgré qu'il donnait des fausses dates pour son ouverture. Non, fausse date ou pas, le marché central de Zando existe.
Et c'est un édifice visible et palpable. Ça devient un monument. Ça sera le plus grand marché de l'Afrique centrale. Et c'est l'œuvre de Jean-Tini Ngobila. Malheureusement, cet homme a été éjecté de la ville-province de Kinshasa à cause des lauréats de son parti. On l'a combattu simplement parce que l'ACP prenait tellement de l'ascension. Mais ça résiste. Après les stades du martyr du parti ACP, c'était ça, le jour où on a décidé sur le départ de M. Jean-Tini Ngobila. Et voilà aujourd'hui les conséquences que nous avons en faisant partir Jean-Tini Ngobila. Vous l'avez remplacé par un poteau vide, Daniel Bumba, le seul gouverneur qui ne gouverne pas. Et c'est dommage. Et je voudrais que l'UDPS assume les malheurs de la population de Kinshasa. Parce que Bumba est le choix de M. Kabouya, le choix de l'UDPS. Et ce qui arrive au Kinois aujourd'hui, c'est l'UDPS qui en est responsable. Vous êtes d'avis que Tshisekedi y a une mission plutôt qu'un mandat qui va mettre fin en 2028? Manik Siyenda ne réfléchit jamais par procuration. Cette façon de dire est incorrecte. C'est inapproprié et le président de la République n'est même pas d'accord. N'a pas une mission. Ça. Quand on dit que le président de la République n'a pas de mandat, c'est quand même grave. Ça, c'est quand même grave. Et comment il est devenu président de la République? Ces discours-là servent des béquilles aux opposants qui disent que Tshisekedi n'avait pas été élu. Or, pour être élu, il faut porter le mandat du peuple. Du peuple, voilà. L'article 70 de la Constitution dit « Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». Le président Tshisekedi a un mandat. Bien au contraire, le président n'a pas de mission. C'est lui qui porte la mission, c'est le chef du gouvernement. Parce que c'est dans la mission qu'il y a des objectifs. C'est dans la mission qu'il y a des priorités. C'est dans la mission qu'il y a un budget d'accompagnement pour exécuter la mission. C'est dans la mission qu'il y a un délai d'exécution de la mission. Ouais. Et la mission a toujours été contrôlée par un organe contrôleur. Et dans le cas sous examen, il s'agit de l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. Et la mission, c'est ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Du gouvernement, qui a été d'ailleurs étalé devant l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président a une vision. Et la vision du président de la République se transforme en mission portée par le chef du gouvernement endossé devant le Parlement. Il faut bien dire les choses. Il y a des pensées qui ne doivent pas percer les cerveaux de Congolais de qualité comme vous, M. Guy Bouchard. Vous êtes un Congolais de qualité. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Alors, lorsqu'on vous présente une denrée intellectuelle non comestible, il ne faudrait jamais manger. Vous risquerez d'avoir une diarrhée politique. Diarrhée politique. Parce que ceux-là qui vous parlent de choses, ils n'ont ni qualité, ni compétence, ni background. Et le pire, c'est qu'ils ne mesurent même pas ce qu'ils disent. Voilà un danger. Il y a des gens qui se réveillent et ils disent aux gens que le président n'a pas de mandat. Alors comment il se retrouve là à la tête de la fonction présidentielle? Comment il a été élu sans mandat du peuple? Manix Siyenda parle avec sa tête et réfléchit avec sa tête et son cœur s'enflamme pour des questions congolaises. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis à travers le monde. Peut-être un mot de la fin avant de nous séparer. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit concentré. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. C'est maintenant que nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Ça faisait pratiquement 30 ans que le Congo était sous le joug de l'insécurité, l'agression rwandaise contre le Congo. Il a fallu qu'il y ait un homme qui frappe sur la table pour dire « Niet, plus jamais ça ». Et cet homme s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le Congolais ne le réalise pas, quelques années plus tard, on le réalisera. Que cet homme a dit non à M. Kagame, qui a bradé nos richesses, qui a pris en otage certaines parties de notre territoire. Il faudrait que cette bataille s'arrête pour que la République démocratique du Congo recouvre la totalité de sa souveraineté territoriale. Et c'est ça notre bataille. Nous voulons instaurer la paix, et cette paix ne sera possible que lorsqu'il y a harmonie entre le peuple et le président. J'invite le peuple à se ranger du côté du président et non du côté de l'opposition. Parce que l'opposition, à vrai dire,
est diabolique. L'opposition est diabolique. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la population congolaise vous soutienne, vous observe et observe vos actions. Dans un passé récent, lors du point de presse, vous avez dit, si la population voit juste que je peux, j'ai encore de l'énergie. Mais une seule condition, de répondre aux aspirations de la population congolaise. Vous nous avez suivis à travers le monde. Merci de votre aimable attention. Nous reviendrons avec Manix Yenda dans un autre confort et dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.